Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Je sais, j'ai failli de la faire, cette histoire de voix de gauche. Mais je vois, la lecture est intéressante. Hubert dit la voix de la gauche et la voix du partage. Moi, je dis la voix de gauche et la voix de l'interdiction. On vous interdit pas de faire du covoiturage, cher Mathieu. Vous limitez l'espace pour ceux qui ne fonctionnent pas sur le Au siècle dernier, il y avait une blague sur la pédale de gauche qui était l'embrayage. Enfin, oui, il y avait cette blague en Union soviétique. Qu'est-ce qu'un sandwich en Union soviétique? C'est un ticket de jambon entre 2 tickets de pain. Et ça, c'est une blague de Coluche que je prenais très très mal parce qu'il disait que ça s'appelait le sandwich polonais. Bref, on va pas faire la citation des blagues. Je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron à son arrivée à Bruxelles. Pour une retraite stratégique, il répond à Donald Trump qui menace bien sûr de droits de douane l'Union européenne. Aussi vrai que l'épidémie de Covid, que l'agression russe en Ukraine avait été des moments de réveil, ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment même en Ukraine, ce qui se passe avec aussi les choix, les déclarations américaines de la nouvelle administration du président Trump, eh bien pousse les Européens à être plus unis, plus actifs pour répondre à leurs sujets de sécurité collective, c'est-à-dire pas de réponse sur la sécurité de l'Europe sans les Européens, pour aller plus loin sur leur industrie de défense, leur base industrielle et technologique de défense, assumer d'investir davantage et d'avoir une préférence européenne. Et si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir. Voilà, donc Emmanuel Macron qui, avec d'autres pays européens, se méfie de Donald Trump et en même temps, voilà. Alors Donald Trump, vous avez vu, après on peut négocier. Il y a eu une annonce de la présidente mexicaine de l'envoi de 10 000 soldats supplémentaires à la frontière avec les États-Unis. Résultat, le Mexique qui devait avoir des droits de douane supplémentaires les aura pas. Enfin, en tout cas pour un temps. C'est l'art du deal. Si je peux me permettre, il y a quelque chose chez Trump, parce que par ailleurs, les droits de douane imposés de 25% au Canada, pour l'instant, sont maintenus. Et ce qui est assez particulier, puisque c'est la relation probablement, normalement, la moins conflictuelle de l'histoire entre nations, le Canada et les États-Unis. Et là, il y a ce geste. Moi, je trouve qu'il y a chez Trump, au-delà de l'art du deal, la tendance qui se dégage depuis, de manière étonnante, parce que c'était pas du tout dans sa campagne, c'est l'espèce de volonté de reconstituer, en fait, pas de reconstituer, de constituer quelque chose comme un empire nord-américain. C'est-à-dire dans l'esprit de Trump, il y a une pluralité d'espace. Il y a une pluralité d'espaces civilisationnels. Au cœur de chacun d'entre eux, il y a une puissance impériale. Et dans l'esprit de Donald Trump, du Panama au Groenland, en passant par le Canada et le Mexique, une souveraineté américaine doit surplomber. Une doctrine Monroe agissante appliquée. Mais pourquoi faire ? Ça, je pense que dans son esprit, l'Amérique, dans le siècle qui vient, doit avoir cette vocation impériale pour être capable de peser dans le monde. À la fois militairement, avoir l'accès à des ressources et tout ça. Ce qui est fascinant, cela dit, c'est que l'Amérique a néanmoins besoin d'alliés à moyen terme. Et en traitant ainsi ses alliés historiques. Ils sont en train de négocier avec l'Ukraine sur les terres rares. Vous avez vu ça. Mais cette relation quasi prédatrice, qui ne se maquille d'aucune manière, risque de se retourner contre le trumpisme. Je suis heureux d'entendre exprimé par Mathieu des limites au trumpisme, parce que je trouve aussi que cette démarche de droit de douane d'abord va pénaliser le consommateur américain, parce qu'il n'y a pas de produit de substitution immédiat, et le sirop d'érable canadien et au sirop va d'érable être bien cher pour les Américains qui en sont grands consommateurs. Oui, et surtout le pétrole aussi. Et puis le pétrole. Donc tout ça, et d'ailleurs Donald Trump lui-même a été obligé de prévenir, les Américains vont peut-être souffrir. Moi, je rappelle juste qu'il a quand même été élu. Il a été élu sur beaucoup de choses, contre les woke, contre l'immigration clandestine. Mais enfin, la première raison du succès de Donald Trump, elle est économique. Et le premier motif des Américains qui ont voté Donald Trump, c'était de dire on vivait mieux sous Trump que sous Biden. Parce que sous Biden, on a très mal vécu l'inflation. Or là, il rentre dans une mécanique qui est inflationniste. Beaucoup d'économistes, y compris américains, le disent, et que je demande à voir l'évolution de l'opinion publique américaine une fois que ces taxes seront entrées en application réelle, en vigueur. Mais alors, le deuxième point, sa victoire n'était pas strictement économique. Deuxième point juste, je trouve qu'il dans son art du deal, qui est certain, ça n'a pas toujours marché. Je trouve que là, la volte-face par rapport au Mexique est un peu rapide. Je me souviens qu'on nous avait vendu un grand deal avec la Corée du Nord qui n'avait absolument rien donné. Je trouve que dans l'art du deal trumpien, qui est certain, que je ne conteste pas, il y a quand même quelques trous dans la raquette et parfois quelques ratés.
La Corée du Nord, pardonnez-moi, c'est aussi parce qu'il pensait être réélu et que Biden est arrivé. Et donc, du coup, il n'y a eu aucun deal avec la Corée du Nord. C'était un calendrier qui aurait été prolongé. Je les accorde encore une fois avec Philippe Guibert ici. Je pense que l'élection de Trump n'est pas d'abord une élection de nostalgie pour la qualité de d'accord à court moment. N'espérez pas trop. Non, en fait, je pense que c'est un vote surtout d'exaspération par rapport au délire idéologique des années Biden. C'est-à-dire le vote américain n'était pas un vote strictement économique et même pas d'abord économique cette fois-là. Si, il était d'abord non, économique. Je pense pas. C'était vraiment la révolte anti-woke qui était ce qui a conditionné, ce qui a excité, ce qui a porté ce vote qui a donné à Trump la majorité qu'il a eue. Ensuite, ce qu'on voit en ce moment, c'est que la structure de l'économie nord-américaine est la suivante, c'est une économie nord-sud. Donc, c'est le Canada, États-Unis, c'est un peu vite dit. Dans les faits, c'est le Québec et la Nouvelle-Angleterre, l'Ontario et les Grands Lacs, l'Ouest canadien qui fournit une bonne partie du pétrole américain. Donc là, on se retrouve dans une espèce de coup de force trumpien pour changer l'ordre économique continental qui s'est agré de menaces d'annexion. Et on regarde tout cela et on a l'impression que puisque c'était complètement absent du programme de campagne, du discours de campagne, de la logique de campagne, il y a quelque chose là-dedans qui relève, je pense pas de la folie, mais qui relève vraiment d'une ambition impériale refoulée, désormais dévoilée. Et je crois qu'à moyen terme, ça va se retourner contre les États-Unis, peut-être même à court terme. Je note, cela dit, qu'un président qui fait des menaces de tarifs, enlève les tarifs, retour aux tarifs, on peut croire qu'il manque aussi de stabilité dans son jugement. C'est bien ce que je disais. On est donc quand même d'accord sur un point, cher Mathieu. Je suis désolé. Je suis sur l'instabilité de Trump qui finit par se voir. Nous rejoignons. Mais j'insiste vraiment, parce que là, les sondages étaient extrêmement clairs sur la nature, pas seulement, mais d'abord économique du vote pour Trump. Il se voyait même dans la hiérarchie des revenus aux États-Unis, où cette fois-ci, les plus favorisés ont plus voté démocrate, ont plus voté Harris que Trump, qui a réalisé de très bons scores chez les faibles revenus. C'est pas nouveau, ça. Ça a été nettement accentué depuis Nixon, le Parti républicain a un appui fort dans les catégories populaires. Ça a été accentué par rapport à l'élection de 2020 et l'élection de 2016. Mais donc, Trump, on attendait Trump sur l'Ukraine et sur le Moyen-Orient, on se retrouve au Groenland. Et derrière tout ça, je rejoins, une deuxième fois, Mathieu, mais j'arrêterai après, sur le côté prédateur et l'obsession des matières premières. On a beaucoup parlé de la fusion entre Trump et le milieu de la Silicon Valley et du numérique. Moi, je suis très frappé par le rapprochement entre Trump, qui est ancien, et le milieu énergétique. Merci beaucoup Philippe Guibert, merci à vous Mathieu Bock-Côté. Tout de suite, ce sont les enfants d'Europe 1. Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.